Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à une idée qui a vraiment cherché à changer le destin de tout un continent. Et on va le faire à travers le regard d'une figure absolument centrale, Kwame Nkrumah. On va voir ensemble comment sa vision de la liberté a évolué, comment elle est passée de la lutte pour une seule nation à un projet, un rêve immense pour toute l'Afrique. Et tout part de là, de cette phrase, qui est bien plus qu'un slogan, c'est un véritable cri de ralliement: chercher d'abord le royaume politique. C'était vraiment le cœur du réacteur de la pensée de Nkrumah. L'étape numéro 1, la base de tout. Sans ça, rien d'autre n'était possible à ses yeux. Ok, mais alors, qu'est-ce que ça voulait dire concrètement, ce fameux royaume politique? Et surtout, pourquoi est-ce qu'une fois obtenu, eh bien, ça ne suffisait pas? Pourquoi cette victoire avait-elle un goût d'inachevé? C'est un peu le fil rouge de notre discussion aujourd'hui. Allez, on commence par le commencement. La première étape, le socle de toute sa pensée. Pour Nkrumah, la souveraineté politique, c'était pas juste un bout de papier, un truc juridique. Non, non. C'était la clé. La seule clé qui pouvait ouvrir toutes les autres portes. Sa logique était implacable. Comment développer un pays, que ce soit économiquement ou socialement, si toute son économie est encore câblée pour servir les intérêts de l'ancienne puissance coloniale? C'est juste impossible. En fait, il voyait la libération comme un combat sur deux fronts, indissociables. D'un côté, la liberté politique. De l'autre, la lutte contre la pauvreté, contre l'exploitation. Mais, et c'est ça qui est hyper important, il y avait un ordre. Pour lui, il fallait absolument gagner la bataille politique d'abord. C'était la condition sine qua non pour pouvoir espérer gagner la seconde, celle contre la misère. Et c'est là que les choses se compliquent. On arrive au premier gros obstacle. C'est le moment où l'on se rend compte que, toutes les indépendances ne naissent pas égales. Certaines viennent avec des chaînes invisibles, des petites lignes dans le contrat qu'on ne voit pas tout de suite. Et cette citation, elle résume parfaitement sa pensée. Nkrumah se méfiait énormément d'une liberté qui serait donnée, comme un cadeau. Pour lui, ça n'existait pas. Une vraie souveraineté, ça ne se concède pas, ça s'arrache. C'est le fruit d'une lutte, de sacrifice, pas un geste calculé de la puissance coloniale. Et pour que ce soit bien clair, regardons un cas concret, le Ghana. C'est assez fou quand on y pense. Au moment de l'indépendance, en 1957, la constitution du pays, vous savez, le texte fondateur, elle n'a pas été écrite par des Ghanéens. Non, elle a été imposée directement par Londres. Une façon, bien sûr, de garder un certain contrôle sur ce fameux royaume politique. Et l'outil juridique pour faire ça, c'est ce qu'on appelle les clauses retranchées. Imaginez que la Constitution est une maison. Les Britanniques avaient installé des cadenas sur certaines porte-clés, des verrous conçus pour être quasiment impossibles à faire sauter. Le but, empêcher le nouveau gouvernement de faire des réformes trop importantes qui pourraient par exemple nuire aux intérêts britanniques. Là, on voit bien le décalage, le fossé énorme entre la promesse et la réalité. D'un côté, on avait le rêve, une autonomie complète, le pouvoir de changer les choses, l'autorité sur son propre territoire. Et de l'autre, la dure réalité. Une constitution imposée, des blocages juridiques partout, des chefs régionaux qu'il fallait reconnaître de force. Bref, une souveraineté très, très encadrée. Et tout ça sous le prétexte d'une soi-disant confiance sacrée qui, en fait, protégeait surtout les intérêts de l'ancien colonisateur. Bon, mais l'histoire ne s'arrête pas là. La menace n'était pas seulement extérieure, il y avait un autre danger, peut-être encore plus vicieux, qui venait de l'intérieur. Et bien souvent, il était attisé de l'extérieur. Nkrumah a un mot pour ça, la balkanisation. Le concept est vieux comme le monde, c'est le fameux « diviser pour mieux régner ». L'idée, c'est d'exploiter les rivalités internes, les divisions, les schismes, tout ce qui peut fragmenter un jeune pays pour l'affaiblir et au final, le rendre plus facile à contrôler de l'extérieur. Et au Ghana, ce n'était pas du tout une théorie, c'était très concret. On avait des tensions liées au tribalisme, au régionalisme, avec des velléités séparatistes chez les Ashantis ou encore dans la région du Togoland. Pour Nkrumah, tout ça, c'était des menaces directes contre l'unité du pays, des tentatives de le faire imploser de l'intérieur. Alors, face à ce risque d'éclatement, sa réponse a été très claire, très nette. Il faut un État fort, un État unitaire, centralisé, capable de dépasser les petites allégeances tribales ou régionales pour forger une véritable conscience nationale, un État qui puisse mobiliser tout le monde dans la même direction. Et c'est là que sa réflexion va encore plus loin. Il pousse la logique jusqu'au bout et ça l'amène à une question fondamentale, une question qui va tout changer. Est-ce qu'une nation, même unie, même forte, peut vraiment être souveraine si elle est toute seule, isolée sur un continent qui, lui, est encore divisé et sous influence? Et là, on entre dans la dernière phase de sa pensée. La plus radicale, la plus visionnaire peut-être, l'idée qu'il faut aller au-delà de l'État-nation. Le nouvel adversaire, il lui a donné un nom, le néocolonialisme. C'est un concept super puissant.
C'est l'idée qu'un pays peut être indépendant en apparence, il a son drapeau, son hymne national, tout ça, mais en réalité, ses politiques économiques, ses choix stratégiques importants, sont toujours dictés par des puissances étrangères. Et dans ce système-là, être souverain tout seul, dans son coin, c'est une illusion complète. Alors, la solution, c'est quoi? C'est là que ça devient assez vertigineux. La proposition de Nkrumah, c'est que pour devenir vraiment souverains, les États africains doivent faire quelque chose de paradoxal. Ils doivent accepter de renoncer à un morceau de leur souveraineté nationale. Pourquoi faire? Pour la mettre en commun, la fusionner dans un pot commun et créer une souveraineté nouvelle, continentale et infiniment plus puissante. Et attention, ce n'était pas juste une belle idée en l'air, une utopie. Pas du tout. Il avait un plan très pragmatique, basé sur 3 piliers. D'abord, une défense commune, une armée africaine. Ensuite, un plan économique unifié pour tout le continent. Et enfin, une politique étrangère commune, pour que l'Afrique pèse enfin de tout son poids et parle d'une seule et même voix dans le monde. Et le plus dingue, c'est que cette idée a commencé à prendre. Ce n'était pas juste une Nkrumah tout seul dans son coin. Des pays comme le Ghana, bien sûr, mais aussi la Guinée, le Mali, ils sont allés jusqu'à inscrire noir sur blanc dans leur constitution qu'ils étaient prêts à céder une partie de leur souveraineté pour créer cette Union africaine. C'était du sérieux, c'était gravé dans le marbre. Du coup, si on reprend notre slogan du début, « Chercher d'abord le royaume politique », on se rend compte que sa signification a totalement basculé. Le royaume à conquérir, ce n'était plus le Ghana, ce n'était plus une seule nation, non. Pour le Nkrumah de la maturité, le seul et unique royaume politique qui vaille, c'était une Afrique unie. Au final, ce que nous apprend le parcours intellectuel de Nkrumah, c'est que la souveraineté, ce n'est pas une destination finale. Ce n'est pas un trophée qu'on gagne et qu'on met sur une étagère. C'est une lutte de tous les instants. Un processus qui, en réalité, ne finit jamais. Et ça nous laisse avec une question qui est toujours d'actualité, que ce soit hier ou aujourd'hui, pour n'importe quelle nation. Où s'arrête et où commence la véritable souveraineté?